Madame de la Roche pensait que l'on pouvait tout acheter, même le silence d'une mère dont on a brisé le cœur. Elle a vendu une enfant de 8 ans pour une parure de rubis, pensant que les pierres rouges effaceraient la tache de sa propre ruine. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que la femme qui repassait ses draps chaque matin et qui essuyait la sueur de son front ne cherchait pas le pardon, mais une justice que les tribunaux de Saint-Domingue ne rendraient jamais. Le mouchoir de soie blanche que la maîtresse pressait contre ses joues poudrées allait devenir son linceul, un piège biologique tissé dans le secret et la haine. Personne ne l'a vu venir, et quand les premières taches sont apparues, il était déjà trop tard pour reculer. À Saint-Domingue, la chaleur ne vous lâche jamais. Elle vous colle à la peau comme un avertissement, une promesse que tout ce qui pourrit finira par sentir. Dans la grande demeure de la plantation de la Roche, l'air était chargé de l'odeur du sucre brûlé et du mépris. Madame de la Roche gérait ses affaires depuis son boudoir, entourée de miroirs en argent et de flacons de parfums coûteux. C'était une femme dont la beauté était le seul capital, une monnaie qu'elle sentait se dévaluer avec chaque nouvelle ride. Elle était veuve, criblée de dettes de jeu contractées dans les cercles privés du Cap français, et elle avait un besoin viscéral de briller pour masquer le gouffre de sa banqueroute. Adèle était là, comme toujours, dans l'ombre du baldaquin. Elle était la chambrière, celle qu'on ne regarde pas, celle qui fait partie des meubles. À 35 ans, Adèle possédait ce calme terrifiant des gens qui ont tout perdu sauf leur mémoire. Elle connaissait chaque pli des robes de la maîtresse, chaque secret caché dans les tiroirs, et surtout, elle connaissait le prix exact de la liberté qu'on lui avait volée. Sa fille, la petite Marie, était son seul soleil dans cet enfer de canne à sucre. Une enfant vive aux yeux curieux, que Madame de la Roche utilisait parfois comme un jouet, avant de s'en lasser. Un matin, le monde d'Adèle s'est écroulé sans un cri. Bastien, le régisseur à la face de cuir et aux yeux vides, est arrivé avec un papier officiel. Madame de la Roche n'a même pas levé les yeux de son chocolat chaud. Elle avait besoin d'argent pour rembourser une dette contractée au casino la semaine précédente, une somme ridicule pour certains, mais qui valait la vie d'une enfant pour elle. Elle a signé l'acte de vente d'un geste négligent, comme on raye une ligne sur une liste de courses. Marie a été emmenée dans une charrette vers le sud de l'île, vendue à un planteur connu pour sa cruauté, pour le prix d'un collier de rubis que madame convoitait chez le bijoutier de la ville. Reparaissez bien sur ce détail. Dans ces grandes maisons, on pense que les murs n'ont pas d'oreilles parce qu'on considère ceux qui les nettoient comme des objets sans âme. Mais Adèle a tout entendu. Elle a vu le collier arriver 2 jours plus tard dans son écrin de velours. Elle a vu la maîtresse l'essayer devant le miroir, faisant miroiter les pierres rouges contre sa gorge, tandis que, quelque part sur une piste poussiéreuse, sa fille pleurait ses larmes de sang. Adèle n'a pas crié, elle n'a pas supplié. Elle a continué à repasser les mouchoirs en soie de madame, ses mains tremblant imperceptiblement sous la chaleur du fer. Le travail d'une chambrière est minutieux. Il faut amidonner le linge, le blanchir au soleil, s'assurer qu'aucune tache ne vient souiller la pureté des étoffes. Madame de la Roche était obsédée par la propreté de son linge de maison, particulièrement ses mouchoirs de soie brodés de fleurs de lys. C'était son luxe ultime, son signe de distinction. Elle s'en servait pour éponger son visage lors des réceptions, pour masquer une quinte de toux ou simplement pour se donner une contenance. Adèle savait que cet objet était le plus proche de l'intimité de la maîtresse. C'était l'extension de sa peau. La nouvelle est arrivée par les quais du port. Le Triton, un navire marchand en provenance d'Europe, était resté bloqué en quarantaine au large. À bord, une épidémie de variole noire faisait des ravages. C'était une maladie redoutée, une sentence de mort qui ne faisait pas de distinction entre les maîtres et les esclaves, mais qui semblait toujours frapper plus fort dans les quartiers insalubres. La variole noire ne se contentait pas de tuer. Elle défigurait, transformant les visages les plus gracieux en un masque de pustules carbonisées. Pour la plupart, c'était une malédiction. Pour Adèle, c'était une opportunité. Elle a attendu que la maison soit plongée dans le sommeil lourd des nuits tropicales. Elle a quitté sa paillasse, évitant les lattes de bois qui grincent, et a pris la direction du port. Le trajet était long, infesté de moustiques et de patrouilles de miliciens, mais Adèle se déplaçait comme un spectre. Elle connaissait les sentiers de traverse, les trous dans les clôtures. Arrivée près des docks, l'odeur de la mer se mêlait à celle de la maladie et du goudron. Un lazaret improvisé avait été dressé près de l'eau pour les marins que l'on ne voulait pas laisser entrer en ville. Les gardes étaient ivres ou endormis par la chaleur.
Adèle s'est glissée sous une tente de toile grise. À l'intérieur, le son était celui d'une agonie collective. Des râles, des gémissements étouffés, le bruit des mouches qui tournent autour des corps. Sur un grabat, un homme n'était plus qu'une masse de chair tuméfiée. Son visage était recouvert de croûtes sombres, presque noires, qui suintaient un liquide jaunâtre et épais. C'était le venin qu'Adèle cherchait. Sans un frisson, avec une précision de chirurgienne, elle a sorti un petit flacon de verre qu'elle cachait dans son corsage. Elle a utilisé un éclat de bois pour recueillir avec précaution le pus qui s'écoulait d'une plaie ouverte sur le bras du mourant. Chaque goutte était une promesse de revanche. Le flacon s'est rempli lentement, capturant l'essence même de la peste. L'homme sur le lit a ouvert un œil vitreux, cherchant un secours qui ne viendrait pas, mais Adèle ne voyait pas un être humain. Elle voyait l'arme qui ramènerait sa fille, ou qui détruirait celle qui l'avait vendue. Elle a rebouché le flacon, l'a essuyé soigneusement, et a repris le chemin de la plantation avant que l'aube ne vienne trahir sa présence. Le lendemain matin, la routine a repris son cours, implacable. Madame de la Roche s'est réveillée d'une humeur massacrante, se plaignant de l'humidité qui frisait ses cheveux. Elle a jeté son peignoir au sol, attendant qu'Adèle le ramasse. Elle n'a pas remarqué le regard de sa servante. Elle n'a pas remarqué que les mains d'Adèle, habituellement si sèches, étaient gantées d'une prudence extrême alors qu'elle manipulait le panier de linge propre. Dans la buanderie, loin des regards, Adèle a préparé le rituel. Elle a sorti le mouchoir de soie blanche, celui que madame préférait porter lors des soirées de gala. Elle l'a posé sur la table de travail. Avec une plume fine, elle a imprégné les fibres de la soie avec le contenu du flacon. Elle ne l'a pas mis n'importe où. Elle a ciblé le centre du mouchoir, là où le tissu entre en contact direct avec le nez et la bouche. Elle a laissé sécher le liquide, qui est devenu invisible, en s'insérant dans la trame luxueuse. Puis elle a repassé le mouchoir à une température moyenne, juste assez pour fixer la menace sans détruire les germes. Le mouchoir semblait immaculé, d'une blancheur virginale, mais il portait en lui une semence de destruction. Si vous ne supportez pas de voir la vanité se transformer en agonie, c'est le moment de vous demander si la justice est toujours légale. Abonnez-vous, car ici, on ne raconte pas des contes de fées, on expose les cicatrices de l'histoire. Dites-moi en commentaire, selon vous, est-ce que le crime d'Adèle est plus grave que celui de la maîtresse? Madame de la Roche se préparait pour le bal du gouverneur. C'était l'événement de l'année, celui où elle devait prouver à tous qu'elle était toujours la reine de l'île, malgré les rumeurs de ses dettes. Elle a enfilé sa robe de satin crème, a ajusté le fameux collier de rubis qui brillait comme des gouttes de sang frais sur sa peau pâle. Elle se trouvait superbe. Elle a appelé Adèle pour les dernières touches. « Mon mouchoir, Adèle. Dépêche-toi, le régisseur attend avec la calèche », a-t-elle ordonné sans se retourner. Adèle s'est avancée. Sur un plateau d'argent, elle a présenté le carré de soie. Madame l'a saisi, l'a porté à son visage pour vérifier sa douceur et l'a glissé dans son petit sac de soirée. À ce moment précis, le contact avait eu lieu. Les pores de sa peau, ouverts par la chaleur de la préparation, avaient accueilli les particules invisibles. Adèle a incliné la tête, un geste de soumission qui cachait un sourire intérieur. Le compte à rebours avait commencé. Pendant que madame dansait sous les lustres de cristal, Adèle est retournée dans sa petite chambre de servante. Elle a soulevé le coin de son matelas de paille et a vérifié que le flacon était bien caché dans l'ourlet. Elle ne s'arrêterait pas là. Elle savait que, pour que le plan fonctionne, il fallait que la maladie semble naturelle, qu'elle soit le résultat d'un sort ou d'une malchance. Elle a commencé à fouiller le bureau de la maîtresse, profitant de son absence, cherchant le contrat de vente de Marie. Elle devait savoir où sa fille avait été envoyée. Dans les tiroirs secrets, elle a trouvé des lettres de créanciers, des menaces de saisie, et enfin, le document. Marie avait été vendue à la plantation de Saint-Louis, à l'autre bout de l'île. Un voyage de plusieurs jours à travers des montagnes escarpées et des forêts denses. Adèle a mémorisé chaque détail, chaque nom. Elle n'avait plus beaucoup de temps. Elle sentait que l'atmosphère de la maison commençait à changer. Bastien, le régisseur, commençait à avoir des soupçons. Il avait remarqué qu'Adèle ne pleurait plus, qu'elle ne baissait plus les yeux de la même manière. Qu'il rôdait autour de la buanderie, reniflant l'air comme un chien de chasse. Le retour de madame de la Roche cette nuit-là fut triomphal, du moins en apparence. Elle avait été la plus admirée, la plus courtisée. Mais en rentrant, elle s'est plainte d'une légère fatigue,
d'un mal de tête qu'elle attribuait au vin et à la chaleur des bougies. Elle s'est essuyé le front avec son mouchoir de soie, frottant vigoureusement la peau de ses tempes. Elle ne savait pas qu'elle était en train d'enfoncer les germes plus profondément dans son épiderme. Adèle l'a aidée à se déshabiller, rangeant chaque vêtement avec une lenteur calculée. « Tu as une odeur étrange, Adèle », a soudainement lancé madame, en fronçant le nez. « Une odeur de renfermé, de pourriture. Va te laver, tu empestes mon boudoir. » Adèle n'a pas répondu. Elle a ramassé le mouchoir que la maîtresse avait jeté sur la table de nuit. Elle l'a repris, sentant encore la chaleur du visage de la femme sur le tissu. Elle savait que dans quelques jours, cette peau si soigneusement entretenue commencerait à se soulever, à se diviser, à révéler la noirceur qui se cachait derrière le maquillage au plomb. Le silence de la maison était maintenant pesant, comme si les murs eux-mêmes attendaient l'explosion. Adèle est retournée à ses tâches, attendant le premier signe, la première goutte de sueur qui ne serait pas due à la chaleur, mais à la fièvre qui commençait à couver dans les veines de la maîtresse. La vengeance ne se mange pas seulement froide, elle se prépare dans l'ombre des draps propres. Madame de la Roche pensait que la peau était une barrière infranchissable pour les pauvres. Elle croyait que son sang bleu la protégeait de la puanteur des cales et de la misère des cases. Mais ce matin-là, quand elle s'est réveillée dans ses draps de lin, la barrière avait cédé. Une chaleur sourde, lourde comme le plomb, lui écrasait les tempes. Elle a porté la main à son front et a senti, sous ses doigts fins, une texture qu'elle n'aurait jamais dû connaître. Ce n'était plus la douceur du satin, c'était une irrégularité, une petite bosse dure, presque insignifiante, juste au-dessus du sourcil. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que la mort venait de frapper à sa porte et qu'elle portait l'odeur de la soie blanche. La chambre sentait le renfermer. Adèle est entrée, les rideaux ont été tirés et la lumière brutale de Saint-Domingue a inondé la pièce. Madame a poussé un gémissement de douleur. La lumière lui brûlait les yeux. Elle a jeté un regard dans le miroir à main en argent et a vu cette petite tache rouge. Une simple irritation, s'est-elle dit. Probablement le climat, ou peut-être la fatigue du bal. Elle a appelé Adèle d'une voix qui tremblait un peu, une voix qui n'avait plus son assurance habituelle. Elle lui a ordonné d'apporter le coffret de maquillage, celui qui contenait la poudre de blanc de Céruse, ce mélange de plomb qui servait à blanchir le teint des dames de la haute société. Adèle s'est approchée avec la lenteur d'un prédateur qui sait que sa proie est déjà prise au piège. Elle a ouvert le coffret. L'odeur métallique du plomb s'est mélangée à celle de la sueur froide qui commençait à perler sur le décolleté de la maîtresse. Adèle a commencé à appliquer la poudre. Elle pressait l'éponge sur la petite pustule qui commençait déjà à suinter. Elle savait que le plomb allait boucher les pores, enfermer l'infection et créer un environnement parfait pour que les germes de la variole noire se multiplient. Chaque coup d'éponge était une couche supplémentaire sur le tombeau que madame se construisait elle-même. Reparaissez bien sur ce détail, le silence des opprimés n'est jamais un oubli, c'est une incubation. Dans cette maison, le malheur ne faisait que changer de camp. Pendant qu'Adèle maquillait le désastre, Célestine, la jeune servante qui aidait à la cuisine, observait la scène depuis l'entrebâillement de la porte. Célestine était jeune, trop jeune pour comprendre toute la haine qui habitait Adèle, mais assez vieille pour avoir peur. Elle avait vu Adèle revenir du port quelques nuits plus tôt. Elle l'avait vu cacher quelque chose sous son matelas. Dans une plantation, la curiosité est un poison, et Célestine commençait à en boire de grandes gorgées. Elle sentait que l'air de la maison était devenu électrique, chargé d'une tension qui n'avait rien à voir avec les orages tropicaux. Madame de la Roche a essayé de se lever, mais ses jambes ont flanché. Elle s'est rassise lourdement sur son fauteuil, le souffle court. Elle a attrapé son mouchoir de soie blanche, celui qu'Adèle avait préparé avec tant de soin, et l'a pressé contre sa bouche pour étouffer une quinte de toux. En retirant le tissu, elle a vu une petite tache jaunâtre. Elle a froncé les sourcils. Elle a accusé Adèle de mal laver le linge, de laisser des traces de savon ou de saleté. Elle a hurlé, elle a insulté. Elle a menacé de la faire fouetter par Bastien. Adèle a encaissé les coups de langue sans broncher. Elle a simplement repris le mouchoir, l'a plié soigneusement et a promis de faire mieux. Mais à l'intérieur d'Adèle, une voix criait le nom de sa fille. Chaque insulte de la maîtresse renforçait sa détermination. Elle se souvenait du visage de Marie quand la charrette s'était éloignée. Elle se souvenait du rire gras de Bastien quand il avait compté les pièces d'or. Elle savait qu'elle risquait la mort, le bûcher ou pire encore, mais cela n'avait plus d'importance. Elle avait déjà récupéré l'adresse de la plantation au sud.
Elle avait le nom de l'acheteur, un certain Monsieur de Valmont, un homme connu pour briser les corps et les âmes. Il lui fallait de l'argent pour s'enfuir et racheter sa fille avant qu'il ne soit trop tard. Le problème, c'est que Bastien n'était pas un imbécile. Il sentait que Madame déclinait. Il voyait les taches sombres apparaître sur ses mains, malgré les gants de dentelle qu'elle portait même à l'intérieur. Il savait que les dettes frappaient à la porte et que si la maîtresse mourait maintenant, la plantation serait saisie et il perdrait sa place privilégiée. Un soir, il a intercepté Adèle dans le couloir sombre qui menait à la buanderie. Il l'a plaquée contre le mur, son souffle fétide de rhum et de tabac contre son visage. « Qu'est-ce que tu lui donnes, Adèle » a-t-il grogné, serrant son poignet. « Elle pue la mort. Et toi, tu as l'air bien trop calme. » Adèle a soutenu son regard. Elle n'a pas tremblé. « C'est la fièvre des marais, monsieur Bastien. Le docteur dira la même chose. Madame est fragile, c'est tout. » Bastien a resserré sa prise, mais il a été interrompu par un cri perçant venant de l'étage, un cri de terreur pure. Il a lâché Adèle et a couru vers la chambre de la maîtresse. Adèle l'a suivi, le cœur battant, espérant que le moment était enfin venu. Dans la chambre, Madame de la Roche était debout devant son grand miroir psyché. Elle avait essayé d'enlever son maquillage avec de l'eau de rose, mais la peau n'était pas venue seule. Des lambeaux de chair séchés, noircis par l'infection et durcis par le plomb, s'étaient détachés avec la poudre. Sous le blanc de ses ruses, son visage commençait à ressembler à une carte de l'enfer. Des pustules sombres, presque violettes, couvraient ses joues et son front. C'est alors que le docteur Lefebvre est arrivé. C'était un homme de marine, habitué aux maladies tropicales et aux blessures de guerre, mais ce qu'il a vu ce soir-là l'a fait reculer d'un pas. Il a sorti son mouchoir, imbibé de vinaigre des 4 voleurs, pour se protéger de l'odeur qui émanait déjà de la peau de la patiente, une odeur de viande oubliée au soleil. Il a examiné Madame de la Roche de loin, refusant de la toucher directement. « C'est la variole, madame » a-t-il lâché, la voix blanche, mais une forme que je n'ai jamais vue ici. C'est la forme noire, la plus virulente. Madame de la Roche a éclaté en sanglots hystériques. Elle demandait des onguents, des remèdes, elle offrait des sommes qu'elle n'avait pas. Le docteur a secoué la tête. Il a ordonné le confinement immédiat. Personne ne devait entrer ou sortir de la chambre, sauf pour les soins élémentaires. Il a regardé Adèle, qui se tenait dans un coin, immobile comme une statue. « Toi, la chambrière, tu t'occuperas d'elle. Tu as déjà été en contact. Si tu devais mourir, ce serait déjà fait. Prépare des bouillons et change les draps, mais ne laisse personne d'autre approcher. » Adèle a incliné la tête. C'était exactement ce qu'elle attendait. Elle était désormais la seule gardienne du temple de la douleur. Elle avait un accès total à la chambre, au coffre-fort de la maîtresse, et surtout, elle avait le temps de finir ce qu'elle avait commencé. Si vous ne supportez pas de voir la vanité se transformer en agonie, c'est le moment de vous demander si la justice est toujours légale. Inscrivez-vous. Et dites-moi, ce mouchoir de soie, c'était un accessoire ou une arme de guerre? Ici, on ne raconte pas des contes de fées, on expose les cicatrices de l'histoire. Pendant que la ville du Cap français commençait à bruisser de rumeurs sur la maladie de la riche veuve, Adèle passait ses nuits au chevet de sa victime. Elle ne lui donnait pas de remède. Elle lui donnait de l'eau tiède, juste assez pour la maintenir en vie et prolonger le supplice. Madame de la Roche, dans son délire de fièvre, appelait sa mère, appelait son mari décédé, et parfois, dans un éclair de lucidité terrifiant, elle fixait Adèle. « C'est toi !» murmurait-elle, les lèvres gercées et saignantes. « C'est ton odeur, cette odeur de pourri. Tu m'as maudite. » Adèle s'approchait de son oreille. Elle ne criait pas. Sa voix était un murmure glacé qui tranchait le silence de la nuit. « Ce n'est pas une malédiction, madame. C'est le prix de Marie. Chaque pustule sur votre visage est un jour où ma fille a pleuré à cause de vous. Vous avez vendu sa liberté pour des rubis? Regardez vos mains. Elles sont plus noires que les nôtres maintenant. » Madame essayait de griffer le visage d'Adèle, mais ses forces l'abandonnaient. Ses doigts n'étaient plus que des griffes tordues par la douleur. Le lendemain, Bastien a voulu entrer pour récupérer des papiers importants, mais Adèle l'a arrêté sur le seuil. Elle tenait le mouchoir de soie, saturé de sécrétions jaunâtres, et a fait mine de le secouer vers lui. Bastien, terrifié par la contagion, a reculé précipitamment dans le couloir. La peur de la maladie était plus forte que son autorité.
Mais le danger pour Adèle est venu d'où elle ne l'attendait pas. Célestine, poussée par la peur et peut-être par une pointe de jalousie, s'était glissée dans la chambre d'Adèle pendant qu'elle était auprès de la maîtresse. Elle avait fouillé le matelas. Elle avait trouvé le petit flacon de verre. Elle ne savait pas ce que c'était, mais elle avait vu le résidu sombre au fond. Elle l'avait emporté pour le montrer à Bastien, espérant obtenir une récompense ou une protection. Adèle est revenue dans sa chambre et a immédiatement vu que le matelas avait été déplacé. Son sang n'a fait qu'un tour. Elle a compris que le vent tournait. Si le flacon arrivait entre les mains du docteur ou de Bastien, elle serait pendue avant le coucher du soleil. Elle devait agir vite. Elle a pris le contrat de vente qu'elle cachait dans son corsage et les quelques bijoux qu'elle avait réussi à dérober dans le boudoir. Elle est retournée dans la chambre de la maîtresse. Madame de la Roche était dans un état semi-comateux. Son visage n'était plus qu'une plaie béante, noire, hideuse. Les rubis du collier, qu'elle refusait toujours d'enlever, semblaient s'enfoncer dans sa chair tuméfiée. Adèle a regardé cette femme qui avait été le symbole de l'élégance et de la puissance. Elle ne ressentait aucune pitié. Elle ressentait une satisfaction pure, une justice biblique. C'est alors qu'elle a entendu des pas lourds dans l'escalier. Bastien et le docteur Lefebvre. Ils ne venaient pas pour soigner. Ils venaient pour comprendre. Célestine était avec eux, tenant le flacon comme une preuve de sorcellerie. Adèle a regardé par la fenêtre. La forêt était proche, sombre et protectrice pour ceux qui savaient s'y cacher. Mais elle ne pouvait pas partir sans la preuve finale, sans que le monde sache ce qui s'était réellement passé. « Ouvre la porte, Adèle !» a hurlé Bastien de l'autre côté. « On sait ce que tu as fait !» Adèle a jeté un dernier regard à la maîtresse qui a ouvert les yeux une dernière fois. Un regard de haine pure, mais aussi de reconnaissance. Elle savait toutes les deux. Adèle a attrapé le mouchoir de soie, celui qui avait tout déclenché, et l'a jeté au milieu de la pièce comme un défi. Elle a déverrouillé la porte de service qui menait au jardin et s'est évaporée dans la nuit, juste au moment où le verrou de la porte principale sautait sous les coups d'épaule de Bastien. La vérité était sur le point d'éclater, mais le prix à payer allait être bien plus lourd que ce que n'importe qui avait imaginé. Le bois de la porte a craqué sous l'épaule de Bastien, et avec lui c'est tout le décor de luxe et de mensonge de Madame de la Roche qui s'est effondré. Quand ils ont enfin forcé l'entrée, l'odeur les a frappés comme un coup de poing. Ce n'était plus le parfum de rose ou de lavande qui flottait dans le boudoir, mais l'odeur lourde, sucrée et écœurante de la charogne. Au milieu du lit de parade, celle qui se croyait la reine de l'île n'était plus qu'une forme gémissante, un corps que la maladie dévorait de l'intérieur. Mais le plus terrifiant, ce que le docteur Lefebvre a remarqué immédiatement, c'était la précision chirurgicale du désastre. Ce n'était pas une infection qui s'était propagée au hasard, c'était un masque de mort, parfaitement dessiné sur les traits de la vanité. Le docteur Lefebvre a fait signe à Bastien de rester en arrière. Il a sorti une lanterne pour mieux voir, et la lumière a révélé l'horreur. Le visage de Madame de la Roche était devenu une topographie de cauchemar. Les pustules noires s'étaient rejointes pour former une croûte épaisse, une sorte de cuir brûlé qui recouvrait ses joues, son nez et son front. Ses yeux rouges de sang et de fièvre roulaient dans leurs orbites, cherchant une aide que personne n'osait plus lui donner. Et là, posé sur sa poitrine, brillant d'un éclat obscène, le collier de rubis semblait boire la vie qui lui restait. Les pierres rouges paraissaient plus vivantes que la peau sur laquelle elles reposaient. Bastien, malgré sa brutalité habituelle, a dû se couvrir la bouche pour ne pas vomir. Il tenait toujours le petit flacon de verre que Célestine lui avait donné. Il l'a tendu au docteur avec une main tremblante. « Regardez ça, monsieur le docteur. On a trouvé ça chez la chambrière. » Célestine dit qu'elle l'a vu manipuler des choses au port. Le docteur a pris le flacon avec une précaution infinie. Il a observé le résidu sombre, desséché au fond du verre. Puis, son regard est tombé sur le mouchoir de soie blanche qui traînait au pied du lit, celui qu'Adèle avait jeté comme un gant de défi avant de s'enfuir. Reparaissez bien sur ce détail. La cruauté laisse toujours une trace, mais la vengeance, elle, choisit soigneusement son support. Ici, c'était la soie la plus fine qui portait le venin le plus violent. Le docteur a ramassé le mouchoir avec une pince en métal. Il l'a approché de la lumière. Il a vu les taches jaunâtres, presque invisibles à l'œil nu, mais qui, une fois chauffées par la fièvre de la maîtresse, avaient libéré leur charge mortelle. Il a compris. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une punition divine.
C'était un acte de guerre biologique, mené par une femme qui n'avait plus rien à perdre. C'est une inoculation volontaire, a murmuré Lefebvre, la voix brisée par l'incrédulité. Elle a frotté le mal directement sur sa peau. Elle a transformé ses objets de toilette en instruments de torture. Pendant ce temps, dans l'ombre des grands arbres banians qui entourèrent la propriété, Adèle courait. Ses pieds nus ne sentaient plus les épines ni les pierres tranchantes. Dans sa tête, une seule image, le visage de Marie. Elle se moquait bien de ce qui se passait dans la grande maison. Elle avait laissé derrière elle un incendie invisible qui allait tout ravager. Elle avait le contrat de vente contre son cœur et les bijoux volés dans un petit sac de toile. Mais la forêt de Saint-Domingue est un labyrinthe pour ceux qui sont traqués. Elle entendait déjà les chiens de la milice aboyer au loin. Bastien n'allait pas la laisser partir, non pas par loyauté envers madame, mais parce qu'elle était le témoin de ses propres magouilles et qu'elle possédait désormais des secrets qui pouvaient le faire pendre. Adèle s'est arrêtée un instant pour reprendre son souffle près d'une source d'eau vive. Elle a regardé ses mains à la lueur de la lune. Elles étaient propres, épargnées par la variole. Elle s'était protégée avec des huiles et une hygiène obsessionnelle, tandis qu'elle livrait la mort à sa maîtresse. Elle a ressenti une bouffée de triomphe. Madame de la Roche avait voulu lui enlever sa dignité en vendant son sang, sa chair, sa fille. Adèle lui avait rendu la pareille en lui enlevant ce qu'elle chérissait le plus, son image. Dans ce monde de paraître, une femme sans visage est une femme morte, mais la réalité l'a rattrapée brutalement. Une silhouette a surgi de derrière un tronc massif. C'était Bastien. Il n'avait pas attendu les chiens. Il connaissait les raccourcis. Il tenait un pistolet de marine, le canon braqué sur la poitrine d'Adèle. Il était en nage, ses yeux injectés de sang, une terreur pure se lisant sur son visage. « Donne-moi le sac, Adèle, a-t-il sifflé. « Donne-moi les bijoux et le papier. Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? Tu as tué la maîtresse. Ils vont te brûler vive pour sorcellerie. » Adèle a reculé doucement, ses talons touchant le bord de la falaise qui surplombait la rivière. La maîtresse est morte le jour où elle a signé ce papier, Bastien. Toi aussi, tu es déjà mort. Tu as respiré l'air de cette chambre, tu as touché ce flacon. Tu crois que tu es protégé parce que tu es blanc? Bastien a hésité. La peur de la maladie était son seul point faible. Il a regardé ses propres mains, cherchant nerveusement une trace, une rougeur. C'était l'ouverture qu'Adèle attendait. Elle n'a pas cherché à l'attaquer. Elle a jeté le sac de bijoux dans la direction opposée vers les ronces épaisses. Bastien, l'instinct de cupidité l'emportant sur tout le reste, a détourné les yeux et a plongé pour rattraper le trésor. Adèle a basculé en arrière, se laissant tomber dans le courant rapide de la rivière, disparaissant dans l'écume blanche avant qu'il ne puisse tirer. Si vous ne supportez pas de voir la vanité se transformer en agonie, c'est le moment de vous demander si la justice est toujours légale. Inscrivez-vous. Et dites-moi, entre le régisseur avide et la maîtresse défigurée, qui mérite le châtiment le plus lourd? Ici, on ne raconte pas des contes de fées, on expose les cicatrices de l'histoire. À la plantation de la Roche, le chaos était total. Le docteur Lefebvre avait déclaré la quarantaine absolue. Les autres esclaves, sentant que le pouvoir changeait de main, commençaient à déserter les champs. La nouvelle de la variole noire s'était répandue comme une traînée de poudre jusqu'à la ville. On disait que la maison était maudite, que les murs eux-mêmes transpirèrent le pu. Les créanciers, qui assiégèrent la demeure quelques jours plus tôt, s'enfuyaient maintenant dès qu'ils voyaient la fumée s'échapper des cheminées. Madame de la Roche, dans un dernier sursaut de conscience, a essayé de parler au docteur. Elle voulait qu'il écrive un testament, qu'il sauve ce qui restait de ses biens. Mais ses cordes vocales étaient atteintes. Tout ce qui sortait de sa gorge était un sifflement hideux. Le docteur, assis à une distance de sécurité, observait la décomposition de cette femme qui, une semaine plus tôt, exigeait qu'on lui baise la main. Il a vu le collier de rubis glisser de son cou, car la chair était devenue trop molle pour le retenir. Les pierres précieuses sont tombées sur le sol avec un bruit mat, roulant dans la poussière et les fluides corporels. « Il n'y a plus de Madame de la Roche », a dit le docteur d'une voix neutre. « Il n'y a plus qu'une plaie qui attend de se refermer. » C'est à ce moment-là que Célestine est entrée, en pleurant. Elle a avoué au docteur qu'elle avait vu Adèle préparer le mouchoir. Elle a raconté comment Adèle lui avait dit un soir que le blanc de la soie deviendrait le noir de la tombe.
Le docteur Lefebvre a pris des notes méticuleuses. Il commençait à comprendre que ce n'était pas seulement un crime passionnel, mais une exécution méthodique. Il a réalisé que le système sur lequel reposait toute l'île était en train de se fissurer. Si les serviteurs commençaient à utiliser les maladies comme des armes, aucun maître n'était plus en sécurité. Nulle part. Le problème, c'est que la vérité d'Adèle était plus forte que les lois des hommes. Elle avait réussi à atteindre la plantation de Saint-Louis, épuisée, affamée, mais portée par une rage qui refusait de s'éteindre. Elle s'est cachée près des cuisines, observant les enfants qui travaillaient au tri des grains de café. Elle a cherché le visage de Marie, et elle l'a vu, sa petite fille, le dos voûté par un fardeau trop lourd pour son âge, mais toujours vivante. Marie portait une petite médaille en étain qu'Adèle lui avait donnée autrefois. C'était le signal. Adèle savait qu'elle ne pourrait pas simplement la prendre et s'enfuir. Le planteur de Saint-Louis, M. de Valmont, était un homme paranoïaque qui patrouillait ses terres avec des fusils chargés. Elle devait utiliser sa dernière carte. Elle avait gardé une petite partie du puce dans un morceau de tissu enveloppé dans des feuilles de bananier. Elle n'en avait plus besoin pour tuer. Elle en avait besoin pour négocier. Elle s'est laissée capturer, volontairement. Quand les gardes de Valmont l'ont traînée devant le maître de maison, elle n'avait pas l'air d'une esclave fugitive. Elle avait l'air d'une messagère de l'Apocalypse. Valmont, assis sous sa véranda, la regardait avec mépris. « D'où viens-tu, toi? Tu as l'air de sortir d'un tombeau. » Adèle a levé les yeux, un sourire étrange aux lèvres. « Je viens de la maison de la Roche, monsieur. J'apporte des nouvelles de votre ami. Et j'apporte aussi un cadeau que vous ne pourrez pas refuser. » Elle a ouvert sa main, révélant le linge contaminé. « Si vous ne me rendez pas ma fille tout de suite, je m'assure que chaque objet que vous touchez, chaque drap dans lequel vous dormez devienne votre fin. La variole noire est déjà ici, monsieur de Valmont. Elle est dans mon haleine, elle est sur ma peau. Choisissez, ma fille ou votre visage. » Valmont a blêmi. Il avait entendu parler de ce qui arrivait au Cap français. La terreur de la contagion était plus forte que n'importe quelle armée. Il a regardé Adèle, puis il a regardé la petite Marie au loin. Le silence est tombé sur la plantation, un silence si lourd qu'on aurait pu entendre battre le cœur de la terre. Le tournant était là. Adèle n'était plus une victime. Elle était devenue le cauchemar de ceux qui se croyaient intouchables. Le prix de la liberté était sur le point d'être payé, mais pas avec de l'or, avec la peur pure. Madame de la Roche a cru que le rouge de ses rubis cacherait le noir de ses crimes, mais elle s'est trompée. Elle pensait que le pouvoir se mesurait à la blancheur de la peau et à la pureté de la soie, sans comprendre que la haine d'une mère peut transformer le luxe en un poison mortel. Ce jour-là, sur la plantation de Saint-Louis, le temps s'est arrêté. Monsieur de Valmont, l'homme qui avait acheté la petite Marie comme on achète un sac de café, a senti le souffle de la mort passer sur sa nuque. Face à lui, Adèle ne ressemblait plus à une esclave fugitive. Elle était devenue l'ombre de la peste, une messagère de l'Apocalypse qui ne demandait plus la permission de vivre. Elle exigeait justice, et elle tenait entre ses doigts le sort de toute la région. Monsieur de Valmont a reculé, ses bottes de cuir s'enfonçant dans la poussière de la véranda. Il regardait le petit morceau de linge qu'Adèle brandissait comme un poignard. Il connaissait les récits qui arrivaient du Cap français. Il savait que Madame de la Roche était en train de pourrir vivante dans sa chambre close. L'idée que ce mal puisse franchir le seuil de sa propre demeure, infecter ses enfants, détruire sa propre beauté, le paralysait. Adèle a fait un pas de plus, son regard fixe, brûlant d'une intensité que même les fusils des gardes ne pouvaient éteindre. Elle a pointé la main vers Marie, qui tremblait au milieu du champ, ne comprenant pas encore que sa liberté se jouait sur un morceau de tissu souillé. « Donnez-la-moi, monsieur !» a répété Adèle, sa voix calme comme l'œil d'un cyclone. « Donnez-moi ma fille, ou je frotte ce linge sur vos chevaux, sur vos nappes, sur le berceau de votre dernier-né. Je n'ai plus peur de mourir, et vous ?» Valmont a jeté un regard désespéré vers ses miliciens, mais eux aussi avaient reculé. La peur de la variole noire était plus forte que les ordres. Personne ne voulait toucher Adèle, personne n'osait l'approcher. Le silence était absolu, seulement rompu par le chant strident des cigales et le battement sourd du cœur de la petite Marie. Valmont a fini par baisser la tête. Il a fait un geste de la main, un geste de défaite qui lui arrachait les tripes. « Prends-la » a-t-il craché, la voix étranglée par la terreur. « Prends-la et disparais. Si je te revois sur mes terres, je te fais pendre, variole ou non. »
Reparaissez bien sur ce détail. Dans ce monde de fer et de sang, c'est la menace de l'invisible qui a fini par faire plier les puissants. Adèle n'a pas attendu une seconde de plus. Elle a couru vers Marie, l'a arrachée à la terre et l'a serrée contre elle. Elle ne sentait plus la fatigue, ni la faim. Elle a récupéré le petit sac de bijoux qu'elle avait réussi à sauver lors de sa fuite de la maison de la Roche. Elle savait que Bastien, le régisseur, ne tarderait pas à arriver s'il avait survécu à l'infection. Elle a pris la direction des montagnes, vers les camps de Marron, là où la loi des Blancs ne s'aventurait que rarement. Elle marchait vite, évitant les sentiers battus, protégeant Marie comme le trésor le plus précieux du monde. Pendant ce temps, à la plantation de la Roche, l'agonie touchait à sa fin. Le docteur Lefebvre se tenait sur le perron, regardant les autorités de la ville arriver avec des torches. La décision avait été prise. Pour éviter que l'épidémie ne ravage toute l'île, il fallait purifier la demeure par le feu. Madame de la Roche était toujours à l'intérieur, trop faible pour être déplacée, trop infectée pour être sauvée. Elle n'était plus qu'une masse de chair noire et de souffrance, abandonnée par tous ceux qui l'avaient courtisée autrefois. Bastien, lui, s'était effondré dans l'écurie. Ses mains étaient couvertes de pustules. Il avait touché le flacon, il avait touché le mouchoir, et sa cupidité était devenue sa sentence de mort. Le docteur Lefebvre a jeté un dernier regard sur le mouchoir de soie blanche qu'il avait conservé dans une boîte en fer. Il savait désormais toute la vérité. Il avait trouvé les notes d'Adèle, ses calculs, ses observations. Il avait compris que cette femme avait utilisé la science des Blancs pour retourner leur propre monde contre eux. Il a jeté la boîte dans le brasier qui commençait à dévorer les rideaux de velours du salon. « Que Dieu nous pardonne », a-t-il murmuré, sachant que la justice qui venait de s'abattre sur cette maison était plus vieille que toutes les Bibles. La maison a brûlé pendant 2 jours. Les flammes montaient si haut qu'on pouvait les voir depuis le port. Le collier de rubis, symbole de la vanité et du crime, a fondu dans la chaleur intense, les pierres rouges éclatant sous l'effet du feu avant de disparaître dans les cendres. De la grande demeure de la Roche, il ne restait plus que des murs calcinés et une réputation de malédiction qui allait durer des siècles. On disait que les nuits de pleine lune, on pouvait encore entendre le cri d'une femme réclamant son miroir, mais personne ne s'approchait plus de ces ruines. Adèle et Marie ont atteint les sommets de la chaîne de la Selle. Là, parmi les hommes et les femmes qui avaient choisi la liberté au prix d'une vie de traqués, elles ont trouvé un refuge. Adèle a utilisé les bijoux volés pour acheter des armes, des outils et des semences pour la communauté. Elle est devenue une figure respectée, une femme dont on murmurait le nom avec crainte et admiration. Elle n'a plus jamais touché à la soie blanche. Elle portait des vêtements de toile rude, mais elle portait surtout la fierté d'avoir brisé ses chaînes avec l'arme la plus inattendue qui soit. Si vous ne supportez pas de voir la vanité se transformer en agonie, c'est le moment de vous demander si la justice est toujours légale. Inscrivez-vous. Ici, on ne raconte pas des contes de fées, on expose les cicatrices de l'histoire. Et dites-moi en commentaire, selon vous, Adèle est-elle une criminelle ou une mère qui a simplement rendu les coups? Le docteur Lefebvre, des années plus tard, a écrit dans ses mémoires qu'il n'avait jamais revu Adèle, mais qu'il avait entendu parler d'une femme guérisseuse dans les montagnes, une femme qui connaissait les secrets des poisons et des remèdes. Il n'a jamais dénoncé ce qu'il savait. Il avait compris que le système de l'esclavage portait en lui les germes de sa propre destruction et qu'Adèle n'avait été que l'étincelle qui avait allumé la mèche. La variole noire n'était pas le vrai mal. Le vrai mal, c'était l'indifférence face à la douleur d'une mère. L'histoire de la chambrière et de son mouchoir de soie est restée gravée dans la mémoire populaire de Saint-Domingue. Elle servait d'avertissement aux maîtres, qui pensaient que leurs serviteurs étaient des ombres sans voix. Elle rappelait que celui qui sème la douleur finit toujours par la récolter sur son propre visage. La beauté de Madame de la Roche avait été son piédestal, mais c'est par cette même beauté qu'elle a été jetée dans l'abîme. Elle est morte seule, sans argent et sans visage, tandis que sa victime marchait libre sous le soleil des montagnes. Marie a grandi en sachant que sa liberté avait coûté cher, et elle gardait précieusement la petite médaille en étain qu'Adèle lui avait donnée. Un rappel constant que même dans l'obscurité la plus totale, une lumière peut jaillir si l'on a le courage de la porter. Elles n'ont plus jamais reparlé de la maison de la Roche. Le passé était de la cendre, et l'avenir appartenait à ceux qui avaient survécu au feu.
Le destin de Bastien est resté une ombre dans les archives. Son corps a été jeté dans une fosse commune, anonyme, comme celui de milliers d'autres victimes de l'épidémie. Personne n'a réclamé sa dépouille et personne n'a pleuré sa disparition. Il était l'outil d'un système qui l'avait broyé dès qu'il n'était plus utile. La hiérarchie de l'île, si rigide et si cruelle, s'était avérée être un château de cartes que le souffle d'une servante avait suffi à renverser. Inscrivez-vous. Ici, on déterre les vérités que les puissants voulaient en cacher. Et n'oubliez pas, la trahison laisse des traces que même l'eau la plus claire ne peut laver. Celui qui sème la douleur finit par la porter sur son propre visage, car la justice finit toujours par trouver son chemin, même si elle doit emprunter les fils d'un mouchoir en soie. La morale de cette tragédie est simple, mais implacable. On ne vend pas l'âme d'une enfant sans en payer le prix fort. Madame de la Roche a appris trop tard que les rubis ne protègent pas de la pourriture et que la soie ne cache pas les plaies de la conscience. La prochaine fois que vous verrez un objet de luxe, demandez-vous quel est son véritable prix, car parfois, il est payé avec la chair et le sang de ceux que l'on croit invisibles. La justice d'Adèle n'était pas légale, mais elle était totale. Elle a récupéré sa fille, elle a détruit son ennemi, et elle a laissé derrière elle une leçon que l'histoire n'oubliera jamais. La vengeance est peut-être un plat qui se mange froid, mais à Saint-Domingue, elle avait le goût brûlant de la fièvre et l'odeur de la soie consumée.